Après le succès de ONG Back, Tony a consolidé sa réputation avec son film suivant, Tom Yum-Goong, sorti sous le titre The Protector aux États-Unis en 2005. Cette fois, il a repoussé encore plus loin les limites de la chorégraphie d'action, présentant un style unique de Muay Thai inspiré des mouvements d'éléphant. La séquence la plus iconique du film, un combat continu de 4 minutes dans un restaurant, est devenue légendaire parmi les fans d'arts martiaux. Cette scène en plan séquence démontrait non seulement la prouesse physique de Tony, mais aussi sa capacité à maintenir une action à fort impact en une seule prise ininterrompue. Ces performances redéfinissaient ce que le public attendait des films d'action, influençant même des stars établies comme Donnie Yen, qui a plus tard admis que le travail de Tony l'avait poussé à élever ses propres scènes de combat. Avec une popularité mondiale en pleine explosion, les comparaisons avec les légendes des arts martiaux comme Bruce Lee, Jackie Chan et Jet Li étaient inévitables. Beaucoup pensaient que Tony était le prochain grand sex-symbole de l'action capable de faire entrer le cinéma martial dans une nouvelle ère. Son style explosif, ancré dans le Muay Thai traditionnel, apportait un réalisme brut et rugueux à la chorégraphie de combat, en opposition totale avec l'action très stylisée et truffée de câbles du cinéma de Hong Kong. Même Hollywood a pris note, réalisateurs et producteurs cherchaient à amener son talent sur la scène mondiale. Jackie Chan lui-même a reconnu l'incroyable talent de Tony et voulait l'avoir dans Rush Hour 3, un choix qui aurait davantage ouvert les portes du cinéma occidental à Tony. Des conflits d'agenda avec ONG Back 2 l'ont cependant forcé à refuser cette opportunité. Les luttes derrière l'écran. Au sommet de son succès, la carrière de Tony Jaa semblait inarrêtable, mais en coulisses, les problèmes couvaient. Sa relation avec son mentor Pana Ritikre, l'homme qu'il avait découvert et formé, a commencé à se fracturer. Des divergences créatives sont apparues, provoquant des tensions qui ont affecté leur collaboration. L'une des conséquences les plus importantes de cette relation tendue a été l'annulation d'un projet très attendu, Sword. Ni Tony ni Pana n'ont jamais parlé ouvertement de leur brouille, mais les fissures étaient évidentes et l'impact s'est ressenti dans la trajectoire de carrière de Tony. Pour quelqu'un qui avait bâti son succès aux côtés de son mentor, cette rupture a représenté un tournant majeur qui allait influencer ses choix suivants dans l'industrie. À cela s'ajoutaient ses difficultés croissantes avec son contrat chez Saamongkol Film, le studio thaïlandais qui gérait sa carrière depuis le début. Le studio contrôlait absolument tout, son emploi du temps, ses rôles, même ses revenus. Bien que le succès de ONG Back et Tom Yum-Goong ait fait de Tony un nom connu de tous, les récompenses financières et créatives ne lui revenaient pas pleinement. Ses mouvements étaient limités, malgré son statut d'artiste martial le plus demandé de sa génération, il avait très peu son mot à dire sur la direction de sa propre carrière. Cette emprise du studio rendait difficile toute exploration d'opportunités hors de Thaïlande, même quand Hollywood frappait à sa porte. La pression devenait insoutenable. La production de ONG Back 2 est devenue si lourde qu'elle était en train de devenir intolérable. Tony jouait dedans, mais il devait aussi endosser le rôle de réalisateur, ajoutant une charge écrasante à un emploi du temps déjà infernal. La production a rapidement dérapé. On raconte que Tony a disparu du jour au lendemain disparu du plateau et est resté introuvable pendant des semaines, déclenchant des rumeurs selon lesquelles il aurait fait une dépression nerveuse. Pourtant, cela n'était qu'un effleurement de la vérité. Se sentant piégé et épuisé, il s'est réfugié dans un monastère bouddhiste, s'éloignant temporairement de l'industrie pour chercher la paix intérieure. Cette pause soudaine a semé le chaos chez le studio, provoquant retard et complications supplémentaires pour terminer le film. Même de retour dans l'industrie, ses ennuis n'étaient pas terminés. Tony restait lié par contrat à Saamongkol Film, une ancre qui l'empêchait de poursuivre de grands projets internationaux. En 2013, il a décidé de prendre le risque et de conquérir sa liberté, mais le studio n'allait pas laisser partir sa star aussi facilement. Ils ont tenté de l'empêcher de tourner dans Fast and Furious 7 et ont réclamé jusqu'à 50 millions de dollars pour le libérer. Ce chaos juridique et financier l'a coincé dans un coin très étroit. Depuis, il n'a plus travaillé dans une production thaïlandaise. Bien qu'il ait réussi à percer à Hollywood, le mal était fait. Sa dynamique de carrière avait souffert et il n'a jamais vraiment retrouvé la magie qui avait fait de lui une sensation mondiale. Sous une pression croissante et au bord de la rupture, Tony Jaa a pris une décision radicale qui a choqué fans et industrie. Il a tout simplement tout plaqué. La disparition, devenir moine. Au sommet de sa carrière, Tony Jaa a pris une décision choquante qui a laissé fans et industrie du cinéma abasourdis. Il a disparu des projecteurs et est devenu moine bouddhiste. En 2010, après des années de travail physique éreintant, de pression incessante de l'industrie et d'une bataille acharnée avec Saamongkol Film,
il s'est retiré du monde du cinéma pour trouver refuge dans la solitude paisible d'un temple. Pendant un temps, l'homme qui fascinait les foules avec ses cascades défiant la gravité et ses frappes dévastatrices a troqué les séquences d'action contre la méditation et la réflexion spirituelle. Cette décision brutale a alimenté toutes les spéculations. Certains disaient qu'il avait fait une dépression nerveuse, d'autres qu'il cherchait à échapper aux contraintes légales et financières de son contrat. Pourtant, devenir moine n'a rien d'inhabituel dans la culture thaïlandaise. L'ordination temporaire dans la vie monastique bouddhiste est une tradition courante, souvent vue comme un moyen pour les hommes de trouver la clarté et d'honorer leur famille. Pour Tony, cela semblait être à la fois un reset personnel et spirituel. Après des années à être contrôlé par l'industrie du cinéma, le temple lui offrait une liberté rare, loin des contrats, de la gloire et des attentes. Pendant cette période, il suivait une routine stricte de méditation, de prière et de vie simple, embrassant les principes du bouddhisme. Bien qu'il n'ait jamais dit explicitement que sa décision était motivée par les épreuves de l'industrie, beaucoup pensent que ses démêlés avec Saamongkol Film et la pression de la célébrité ont joué un rôle majeur dans ce retrait. Cette disparition a créé un vide énorme dans le monde des arts martiaux. Elle a aiguisé encore plus le désir des fans pour une action encore plus époustouflante et a alimenté des rumeurs sur son sort. Certains ont longtemps cru qu'il avait quitté le métier pour de bon, d'autres qu'il préparait un retour. Pendant ce temps, l'industrie thaïlandaise du cinéma a continué sans lui, et l'élan incroyable qu'il avait pris avec ONG Bak et Tom Yum-goong a commencé à s'estomper. Les opportunités hollywoodiennes qui auraient pu le propulser plus haut ont été perdues, et d'autres stars des arts martiaux comme Donnie Yen ou Iko Uwais ont pris la lumière en son absence. Le genre avait évolué, et le retrait de Tony risquait de le laisser sur le bord de la route. Enfin, après une longue période d'introspection, Tony était prêt à revenir dans le monde du cinéma, mais dans des conditions nettement transformées. La présence conquérante de son étoile s'était considérablement estompée. Son retour a été accueilli avec enthousiasme, mais l'industrie avait changé au fil des années, et la trajectoire de sa carrière aussi. Le temps passé moine lui avait apporté la paix intérieure, mais lui avait coûté un temps précieux dans le monde ultra-rapide du divertissement. Pour Tony Jaa, le retour au monde des films d'action n'était pas aussi simple que beaucoup l'espéraient, et bien qu'il soit revenu, il n'a jamais vraiment retrouvé le statut légendaire qu'il avait autrefois. L'appel d'Hollywood et le changement de carrière. Quand Tony Jaa est revenu de son temps comme moine, Hollywood l'appelait déjà. Son travail révolutionnaire dans ONG Bak et Tom Yum-goong avait captivé l'attention des réalisateurs internationaux, et la demande grandissait pour amener son style unique d'arts martiaux sur la scène mondiale. Les producteurs hollywoodiens voyaient en Tony une potentielle star d'action qui pouvait marcher dans les pas de Bruce Lee, Jackie Chan et Jet Li. Sa première grande opportunité hollywoodienne est arrivée avec Fast and Furious 7 en 2015, où il a joué aux côtés de Vin Diesel et Paul Walker. C'était un projet très médiatisé qu'il a présenté au public occidental, mais malgré l'excitation autour de sa participation, son rôle restait relativement secondaire. Bien qu'il ait eu des séquences de combats mémorables, notamment son affrontement intense avec Paul Walker, les fans ont vite remarqué que le film n'exploitait pas pleinement ses capacités. La percée hollywoodienne de Tony a continué avec XXX, Return of Xander Cage en 2017, où il rejoignait un casting d'ensemble avec des grands noms comme Vin Diesel et Donnie Yen. Là encore, beaucoup espéraient que ce serait le tournant, mais comme pour Fast and Furious 7, il n'a pas eu la vedette qu'il commandait dans ses films thaïlandais. La chorégraphie était très stylisée et l'action brute sans câble qui l'avait rendu célèbre était largement absente. Beaucoup de fans ont eu l'impression qu'Hollywood ne savait pas comment mettre en valeur ses talents, le cantonnant à des rôles secondaires où il était éclipsé par d'autres stars d'action. La transition vers Hollywood n'était pas aussi fluide que pour Jackie Chan ou Jet Li, et Tony a eu du mal à percer de façon à montrer tout son potentiel. La langue représentait l'un des plus grands défis pour Tony, qui avait perfectionné sa performance physique pendant des années. Il affrontait maintenant un nouvel obstacle, jouer en anglais. Dès 2014, il était capable de donner des interviews en anglais, mais beaucoup pensaient que la barrière linguistique limitait les rôles proposés. Les films d'action hollywoodiens exigent souvent des héros charismatiques capables de porter des scènes lourdes en dialogue, quelque chose dans lequel Tony n'excellait pas. Contrairement à Jackie Chan, qui utilisait l'humour et a trouvé une niche unique à Hollywood, ou Jet Li, qui incarnait des personnages stoïques et mystérieux, Tony était généralement relégué à des rôles où il avait très peu de dialogue, devant exprimer toute sa puissance uniquement par les combats. Un autre élément majeur qui l'a empêché d'établir sa carrière hollywoodienne a été sa longue bataille avec Saamongkol Film.
Le studio thaïlandais le retenait par contrat pendant des années et quand Tony s'est enfin libéré en 2013, cela n'a pas été sans conséquence. Le studio a tenté de l'empêcher de jouer dans Fast and Furious 7 et a même réclamé 50 millions de dollars de compensation. Ce conflit juridique a signifié que Tony ne travaillerait plus dans des productions thaïlandaises, le coupant totalement de l'industrie qui l'avait rendu célèbre. Il a continué à tourner dans des films comme Skin Trade, Never Back Down, No Surrender et Triple Threat, mais aucun n'a approché la gloire que ONG Back lui avait apportée. Il a eu beaucoup d'expositions, mais Hollywood ne lui a offert ni liberté créative ni rôles principaux qui auraient fait de lui une icône mondiale des arts martiaux. Malgré l'appel d'Hollywood, l'étincelle qui définissait autrefois la carrière de Tony Jaa a commencé à s'éteindre, laissant les fans se demander ce qui avait mal tourné. L'héritage et ce qui aurait pu. L'impact de Tony Jaa sur le cinéma d'arts martiaux est indéniable. Quand ONG Back est sorti, il a changé le paysage du cinéma d'action, influençant la chorégraphie de combat et élevant le niveau de réalisme dans le travail de cascade. Son style explosif, ancré dans le Muay Thai traditionnel, a présenté au monde une forme de combat plus brutale et plus rugueuse à l'écran. Même des vétérans de l'industrie comme Donnie Yen ont admis que l'émergence de Tony les avait poussés à affiner leurs propres séquences d'action. L'action brute, sans câbles ni effets spéciaux, qu'il apportait à l'écran faisait de lui une star à part dans un genre qui commençait à trop dépendre des effets spéciaux et des combats chorégraphiés comme des danses. Pendant un temps, Tony était considéré comme l'héritier de Bruce Lee et Jackie Chan, beaucoup croyant qu'il serait celui qui mènerait le cinéma martial vers une nouvelle ère. Pourtant, aussi vite qu'il était monté, l'élan de Tony s'est essoufflé. Ses luttes avec Saamongkol Film, les pressions pour réaliser ONG Back 2 et son bref retrait dans un monastère ont tous joué un rôle pour faire dérailler sa carrière. L'emprise étroite du studio sur ses contrats l'a empêché de capitaliser sur le sommet de sa gloire, et quand il s'est enfin libéré en 2013, une grande partie de l'industrie était déjà passée à autre chose. Bien qu'il ait fini par la suite percer à Hollywood, il n'a jamais obtenu le même contrôle créatif que Bruce Lee à Hong Kong ou Jackie Chan à Hollywood. Contrairement à ses prédécesseurs, Tony n'a pas pu façonner ses propres récits, il est resté un interprète dans les visions des autres, plutôt qu'un cinéaste capable de définir son propre héritage. Contrairement à ses prédécesseurs des arts martiaux, Tony Jaa avait des personnages sur un plan plus profond. Alors que Bruce Lee et Jackie Chan créaient leurs propres alter-ego emblématiques, transcendant les scènes de combat pour entrer dans la culture populaire, les personnages de Tony restaient souvent au second plan de l'action. Dans ONG Back, il avait l'une de ses rares répliques mémorables, énumérer son nom et d'où il venait. Tom Yum-goong tournait entièrement autour de sa quête pour récupérer un éléphant volé. Contrairement à Bruce Lee, qui mettait en avant la raison pour laquelle on se bat, Tony s'intéressait davantage aux frissons physiques et extrêmes qu'à la résonance émotionnelle. Avec si peu de substance dans les intrigues, il devenait difficile pour Tony de créer un lien avec le public au-delà de ses compétences martiales, ce qui lui a nui pour passer à d'autres types de rôles. Malgré ses désavantages, l'influence de Tony Jaa reste majeure dans le genre action. Ses séquences de combat sont encore étudiées, sa conception de cascade inspire toujours, et son héritage brille comme l'un des artistes martiaux les plus reconnus de l'histoire du cinéma. Pourtant, la question restera toujours, s'il avait eu plus de liberté au début de sa carrière, aurait-il vraiment pu marcher dans les pas de Bruce Lee? Hollywood aurait-il su cultiver ses talents pour faire de lui le porte-flambeau de la prochaine génération de stars d'action? Qui sait? Ce qui est certain, c'est que Tony Jaa n'a pas suivi le chemin que les fans avaient toujours imaginé, mais ses contributions au cinéma d'arts martiaux resteront gravées dans l'histoire à jamais. Qu'en pensez-vous? Tony Jaa méritait-il mieux, ou a-t-il trouvé un autre type de succès? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Si ce portrait approfondi vous a plu, mettez un pouce bleu, et si vous adorez les arts martiaux et le cinéma d'action, abonnez-vous et activez la cloche pour ne jamais rater une vidéo. Et ne partez pas tout de suite. Cliquez sur la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran pour d'autres histoires choquantes sur les plus grands noms du cinéma d'action. Vous n'allez pas croire ce qui est le prochain.